Civilisation. Nous sommes ravis d'avoir cet espace pour apprendre et partager des expériences dirigées par nos membres. Alors, je vais commencer la modération de ces webinaires, mais je voudrais vous avertir que cette séance se déroulera en français, mais on utilisera un logiciel de traduction virtuelle pour des personnes qui ne parlent pas français. Donc, je vais donner les indications pour les personnes qui parlent anglais maintenant. Um, Hello, everyone who is here and speaks English. We're going to be having this webinar in French almost completely until the end. So we have this link that you see in the chat to connect to Wordly, which is an AI translation software that helps us have translation in real time in the language uh, that you want to read on or listen. Para quienes están en este webinar y hablan español, el webinar se va a dar en francés, casi completamente y al final un poco en inglés, pero ustedes pueden hacer clic al link que está compartiendo mi compañera Sara, que les llevará al programa de traducción en línea que estamos usando, que se apoya en la inteligencia artificial para darnos la traducción al idioma que querramos, en este caso español, en tiempo real. Entonces, antes de comenzar, les pido por favor hacer clic en ese link para poder seguir la, el webinar. Alors, je veux changer en français. Je voudrais donner une introduction d'abord de ce qui on va parler aujourd'hui. Euh, D'abord, l'initiative de Domestic Resource Mobilization and Expenditures le groupe de l'RHC sur le plaidoyer et la responsabilisation euh, visait à augmenter les allocations financières et les dépenses des gouvernements nationaux en faveur de la sécurité de produits de santé reproductive. Ça a été une initiative qui a été menée l'année 2024. La théorie du changement était fondée sur l'idée que le renforcement des réseaux locaux et des capacités des défenseurs locaux et des communautés aideraient les gouvernements à mobiliser des fonds et à mieux contrôler, suivre les allocations budgétaires, les déblocages et les dépenses. Cela permettrait de réduire les ruptures de stock et les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Les organisations ont fait des postulations pour recevoir un financement pour l'opportunité de plaidoyer spécifique défini comme une ouverture claire et immédiate pour permettre une décision politique ou budgétaire par un fonctionnaire du gouvernement ou un autre décideur qui aboutirait à un résultat tangible pour augmenter les allocations financières ou dépenses pour la sécurité des produits de santé reproductifs. Euh, une de ces organisations qui ont accédé à ces financements était Grafet. Et aujourd'hui, on a Monsieur Jérôme Chatigre, qui est le directeur exécutif du groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et le développement, qui s'est Grafet, pour nous présenter son expérience. Monsieur Jérôme est un expert de Benin en santé publique, développement communautaire et management de projets. Avec plus de 20 ans d'expérience, il est titulaire d'un Master 2 en management de projets, d'un diplôme universitaire en épidémiologie et de 2 maîtrises d'environnement, santé et sciences des langages et de la communication. Donc, il conjugue un rigueur académique et un engagement sur le terrain, hein. Donc, dans ces webinaires, Jérôme va commencer pour nous raconter sur le projet, les objectifs, ce qu'ils ont fait, les activités, aussi les résultats. Et après, on va avoir une petite conversation pour poser des questions et spécifiquement pour
prendre des leçons apprises pour que tous qui sont ici peuvent réfléchir à l'expérience qui a dirigé Jérôme au Bénin. Et après, on va avoir un petit moment pour les questions du public des personnes qui sont ici dans le webinaire. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation de Jérôme ou la partie de dialogue avec moi, vous pouvez l'écrire dans les box de chat. Et, à la fin, on va avoir un petit fermeture du groupe de travail sur les plaidoyers et la responsabilisation qui est géré par ma compagnon de travail, Sarah Webb, qui est ici présente aussi. Et ça va être en anglais. Donc, si vous parlez français, il faut aussi utiliser le Wordly. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Jérôme, sans plus retarder. OK, merci. Je voudrais, pour commencer, présenter ce que c'est que GraphEd en 2 mots. GraphEd se définit comme le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement. C'est une ONG béninoise qui a été créée en 1998 et qui a pour mission de combattre les maladies chroniques et de promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs. Son objectif, c'est la recherche et la formation en santé publique, l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, la réduction de la pauvreté par des actions économiques, sociales, culturelles, le partenariat et l'innovation pour un développement durable. Donc, GraphEd a comme domaine d'intervention la planification familiale et via la santé reproductive des jeunes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'IST, VIH, SIDA et la recherche épidémiologique. Alors, dans quel contexte ce projet a été réalisé? Diapo, le contexte. Vous me suivez? Oui. Oui, on vous suit, Monsieur Jérôme. OK, d'accord. Le diapo peut évoluer, hein? OK. Si vous mettez ici. Voilà. Le contexte, c'est qu'au Bénin, la croissance démographique est rapide. Hein? Le Bénin a une croissance démographique rapide qui est de 3,5%. Et ce pays verra sa population passer à 16 millions d'ici 2030. Donc, ça va augmenter de plus de la moitié. Le taux de prévalence contraceptive, au moment où on a élaboré le projet en 2021, était de 12,4%. Et cela s'inscrit parmi les taux de prévalence les plus faibles de la sous-région, surtout les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Le taux de prévalence contraceptive moderne pour les 15-19 ans était de 5,2% et pour les 20-24 ans était de 9,2%, toujours faible. L'indice synthétique de fécondité est élevé, 5,7 enfants par femme. Donc, les femmes sont très productives au Bénin. Le taux de mortalité maternelle est aussi élevé de 391 décès maternels pour 100 000 nouveau-nés, 100 000 naissances vivantes. Les besoins non satisfaits sont aussi élevés, 32,3%. Alors, diapo. Et nous avons élaboré ce contexte ce projet dans un contexte où le Bénin a pris des engagements financiers. On va rappeler 3 engagements financiers qui avaient été pris par le Bénin et tous ces engagements concourent à l'augmentation du budget alloué à l'achat des produits contraceptifs. Il y a l'engagement de Addis Abeba qui a été pris en 2013 qui est d'augmenter progressivement le budget alloué par le gouvernement à l'achat des produits contraceptifs pour atteindre 250 millions en 2018. Est-ce que je peux évoluer toujours en français comme ça ou bien je marque une pause
pour l'interprétation ou bien ça peut évoluer, ça peut continuer. Is someone reading the translation tell us if it's going okay? Please. Yeah, Okay. I was checking Yes. on my side. I think it's going well. Okay. I don't know for Donc, others. oui, la traduction, c'est bon. OK. Donc, Vous pouvez continuer, l'engagement financier pris par le Bénin en Monsieur 2000. Jérôme. OK, d'accord. Merci beaucoup. Donc, le Bénin a pris à Addis Abeba en 2013 l'engagement d'augmenter progressivement le budget alloué par le gouvernement à l'achat des produits contraceptifs pour atteindre 250 millions en 2018. En 2017, cet engagement a été renforcé et a été beaucoup plus précis. Et il était d'augmenter le budget alloué par le gouvernement à l'achat des produits contraceptifs, passant de 100 millions, c'est-à-dire 172 001 dollars, à 250 millions de francs CFA en 2018, c'est-à-dire 430 000 dollars. Et puis en 2021, il y a de cela environ 4 ans passés, le Bénin a pris, à l'instar des 9 pays du partenariat de Ouagadougou, c'est-à-dire l'engagement de FP 2030, qu'à partir de 2022, et sur la base des 250 millions de francs CFA affectés en 2019, le Bénin va augmenter de 10% chaque année le budget alloué par le gouvernement à l'achat des produits contraceptifs pour porter la part contributive de l'État à 403 millions en 2026. Il faut noter que les engagements, les 2 premiers engagements ont connu leurs résultats. Ces engagements ont été honorés en 2019. C'est pour ça que le Bénin a pris en 2021 la base de 2019, c'est-à-dire les 250 millions atteints en 2019 pour porter la part contributive du pays à 403 millions en 2026 avec 10% d'augmentation chaque année. Alors, quel est l'objectif de notre projet? Notre projet vise à doter une coalition nationale des défenseurs locaux avec les outils nécessaires pour plaider avec succès auprès du ministère de la Santé et du ministère des Finances du Bénin afin qu'ils remplissent leur engagement financier de 2021, d'augmenter leur allocation budgétaire pour l'achat des contraceptifs et de débloquer les fonds alloués d'ici 2023, parce que le projet n'a que 2 ans d'âge. Alors, notre projet est basé sur l'engagement financier pris en 2021. Et quelles sont les cibles de ce projet? Les cibles sont le ministère de la Santé à travers une agence, la plus grande agence, qui est l'Agence nationale des soins de santé primaire, et la direction de la programmation, de l'administration et des finances. C'est cette direction-là qui préside l'élaboration, le budget du ministère de la Santé. Et enfin, le secrétariat général du ministère. Et puis, nous avons le second ministère qui est le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du budget, DGB. Alors, de façon spécifique, il s'agit de renforcer la capacité de 15 défenseurs locaux sur l'utilisation de l'approche Smart Advocacy et du budget Framework Performance Scorecard. Le second objectif spécifique est de veiller à ce que le ministère de la Santé respecte son engagement de 2021 d'augmenter le budget alloué à l'achat des produits contraceptifs de la valeur de base de 2019, c'est-à-dire 250 millions de francs CFA à 302 500 000 francs CFA, puisque le projet a pour durée 2 ans, il va finir en 2023. Et l'augmentation du budget, il faut que le budget atteigne 302 500 000 francs CFA en 2023. Et puis l'objectif 3, c'est de plaider pour le déblocage à temps
des fonds alloués aux produits contraceptifs par le ministère des Finances d'ici 2023. Diapo. Alors, quelles sont les stratégies d'intervention et le déroulement du projet? Nous avons eu 4 stratégies d'intervention. Il y a la première stratégie, c'est de plaider, c'est le plaidoyer ciblé et structuré. Donc, nous avons organisé un plaidoyer ciblé et structuré, bien structuré. Et c'est des plaidoyers avec l'utilisation de l'approche SMART de plaidoyer. Nous avons utilisé la mobilisation des OSC locales pour nous accompagner dans ce plaidoyer. Et il y a eu la coalition des organisations de la société civile qui a été d'un appui important dans ce plaidoyer. Nous avons développé une campagne de plaidoyer médiatique à travers l'association des journalistes, plusieurs plateformes de journalistes qui nous ont accompagnés dans ce plaidoyer médiatique. Donc, les journalistes ont été formés et renforcés en matière de planification familiale, de santé, de la position. Et puis, ils nous ont accompagnés à travers des articles, de la réalisation de capsules vidéo, et des écrits, des articles de presse écrite, les radios, la presse en ligne. Et donc, il y a eu un tapage médiatique qui a accompagné ce plaidoyer pour mettre le gouvernement devant sa responsabilité. Et enfin, il y a eu le suivi budgétaire et la capitalisation du projet. En termes de déroulement du projet, il faut noter 3 phases. Il y a eu une première phase qui a consisté à la formation. Donc, nous avons formé les défenseurs locaux. Nous avons aussi formé des journalistes qui nous ont accompagnés. Et puis, tout cela ensemble nous ont amenés à planifier le projet, à élaborer des argumentaires et à élaborer l'argumentaire du plaidoyer. Et la deuxième phase, qui est la mise en œuvre, qui a consisté en des rencontres de plaidoyer et puis des campagnes médiatiques. Donc, il y a eu le plaidoyer médiatique aussi. Et puis la troisième phase, qui est la phase de suivi, évaluation et de capitalisation. Donc, il y a eu des réunions de suivi périodiques que nous avons organisées avec tous les acteurs, la société civile et la presse, les organes de presse. Et puis, enfin, à la fin du projet, nous avons organisé un atelier de capitalisation. En termes de plaidoyer médiatique, qui a constitué une action clé de ce plaidoyer, et ce plaidoyer a tourné autour de 4 points. C'est-à-dire, nous avons organisé un débat télévisé sur l'importance du financement des produits SR, particulièrement les produits contraceptifs. Donc, on l'a organisé sur la télévision, sur la chaîne nationale. Et ce débat a permis à beaucoup d'acteurs d'être au courant de l'importance du financement des produits SR. Et il y a eu un membre de la plateforme nationale des leaders religieux qui a participé à ce débat, et 2 acteurs de la société civile. Et donc, ça a été un débat très intéressant et qui a clarifié beaucoup plus pourquoi il faut investir dans la planification familiale. Nous avons organisé un webinaire sur la SR et le suivi budgétaire. Et ce webinaire a aussi mis accent sur la transparence budgétaire, parce que on a beau faire un plaidoyer, le gouvernement, les acteurs les plus importants, c'est-à-dire les autorités, avaient pris des engagements. Ils ont pris des engagements. Maintenant, il faut faire un suivi budgétaire au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie et des Finances pour voir si réellement les engagements pris ont été honorés. Et cela nécessite une certaine transparence budgétaire. Et on a vu, il y a une organisation de la société civile,
certaines organisations telles que Social Watch qui nous ont accompagnés dans ce suivi budgétaire à travers des outils bien définis. Et on a à partir de là qu'on a constaté qu'effectivement, l'engagement pris par le Bénin est en train d'être honoré. En tout cas, jusqu'à ce jour, nous sommes le budget alloué à l'achat des produits contraceptifs ne cesse de connaître d'augmentation. L'autre point de ce plaidoyer médiatique, ce sont les capsules vidéo et articles de presse avec publication. Donc, nous avons élaboré de petites vidéos de plaidoyer. Et ces vidéos comportent des messages de plaidoyer. Et ces messages ont été publiés sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, que nous avons envoyé, le réseau INS, que nous avons envoyé à certains acteurs. Et nous avons envoyé ces vidéos-là sur des groupes WhatsApp, sur de grands groupes WhatsApp, sur des sites gouvernementaux. Et on a partagé ça aussi sur le site web de GRAPED. Et ça permet de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Ça permet de rappeler au gouvernement qu'il a pris des engagements. Et ça permet aussi de surveiller le gouvernement, d'éveiller la conscience des communautés sur les engagements pris par le gouvernement. Et enfin, nous avons organisé une table ronde multi-acteurs, toujours pour le plaidoyer, pour que les acteurs, le secteur privé et les collectivités locales accompagnent le gouvernement dans l'appui à l'achat des produits contraceptifs, parce que nous sommes dans un contexte où les financements extérieurs s'amenuisent de jour en jour. Donc, il faut que le financement domestique vienne relayer le financement extérieur et que les collectivités locales aussi accompagnent le gouvernement dans le financement des produits contraceptifs. Alors, quels sont les résultats? On a eu quelques résultats importants. Et le principal résultat que nous avons eu, c'est que nous avons noté que effectivement, on est parti de 50 millions en 2021. Et il faut le rappeler, le Bénin a honoré ses premiers engagements et est allé à 250 millions pour l'achat des produits contraceptifs en 2019. Mais ce budget a chuté à 50 millions en 2021 et pour des raisons surtout de COVID. COVID est apparu en 2020. Donc, 2020-2021, le budget de l'achat des produits contraceptifs a chuté et est descendu à 50 millions en 2021. Mais suite à notre plaidoyer et suite à l'action conjointe et convergente des OSC et des défenseurs locaux, ce budget est allé à 400 millions en 2024. Et ça, c'est vraiment une prouesse, parce que l'engagement pris par le Bénin est d'aller à 403 millions en 2026. Mais déjà, en 2024, le Bénin est allé à 403 millions. Ça, c'est un résultat très important et qu'il faut mentionner et qu'il faut vraiment encourager le pays, le Bénin, pour l'atteinte, pour cette volonté politique qu'il y a eu. Donc, on a pu atteindre 400 millions en 2024. Et on a pu former et outiller 15 défenseurs locaux, c'est-à-dire 15 OSC qui vont contribuer, qui vont participer de la pérennisation de ce projet. Et donc, ils ont non seulement participé au plaidoyer budgétaire, mais ils ont acquis des connaissances en matière de plaidoyer SMART et ils vont nous accompagner dans la pérennisation du projet. On a eu 8 rencontres avec les ministères clés, c'est-à-dire ministère de la Santé et ministère des Finances et de l'Économie. On a eu l'engagement actif des médias. Il y a eu deux principales plateformes de médias qui nous ont accompagnés, c'est notamment la plateforme Média Santé
qui comporte une cinquantaine de journalistes de tout bord. Il y a la presse écrite, la radio, la télévision et la presse en ligne. Donc, télévision en ligne et télévision et presse écrite en ligne aussi, qui nous ont accompagnés dans ce plaidoyer. Et ça a vraiment apporté. Et il y a eu la mobilisation publique via webinaires, les vidéos, les articles, etc. Donc, voilà les résultats importants que nous avons obtenus par rapport à ce projet. Je voudrais m'en arrêter là et souligner aussi, je voudrais souligner l'appui technique de RASC. On a eu PATS, et on a eu quelques experts qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre de ces projets et nous ne cessons d'échanger avec des experts, le personnel de RASC qui, à tout moment, qui sont très volontaires et qui nous ont beaucoup appuyés dans la mise en œuvre de ces projets et nous avons quand même pu obtenir un résultat très important, un résultat appréciable que nous devons de partager avec vous et nous devons remercier sincèrement RASC et avec toute l'équipe, même les OSC, la coalition des OSC PF qui nous ont accompagnés. Nous remercions aussi Pat qui nous a, Pathfinder qui nous a accompagnés aussi. Et donc, je ne vais pas citer des noms ici, mais on a eu beaucoup d'appui technique de la part des partenaires techniques et financiers. Je vous remercie. Merci, Jérôme, pour avoir partagé avec nous ces cas de grands succès, en fait, de habiter à presque multiplier par 4 par plus de 4 ans, le budget de ministère pour l'approbation des produits de la santé sexuelle et reproductive. Et maintenant, on va avoir un petit dialogue avec vous pour, euh, pour que vous pouvez nous raconter un peu plus, par exemple, de quelles étaient ces leçons tirées de la mise en œuvre de projets que vous pourriez partager avec nous. Qu'est-ce que vous, comme organisation, a appris de cette expérience? OK. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai, nous avons appris assez de leçons et nous avons partagé quelques leçons aussi avec, lors d'une réunion de la coalition des OSCPF. On a quand même partagé les résultats du projet. On l'a partagé aussi avec, on a eu un webinaire. Lors de notre webinaire, au cours du projet, il y a le partenariat de Ouagadougou qui avait participé. Donc, on avait déjà quelques résultats qu'on a partagés. On a eu des gains rapides et quelques résultats qu'on a partagés avec eux. La première leçon que nous avons tirée, c'est surtout l'implication des médias, le plaidoyer médiatique. Les médias comme outil d'utilisation des médias comme outil de plaidoyer. Avec les médias, on arrive quand même à accéder, à atteindre les autorités. On a pu les atteindre et les médias mettent les autorités devant leurs responsabilités. Ils leur montrent qu'ils sont redevables par rapport à leur engagement, à l'engagement qu'ils ont pris. Donc, avec les médias, on a quand même pu sauter les verrous de la transparence et on a pu mobiliser aussi les autorités devant leur engagement. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est la collaboration intersectorielle. La collaboration intersectorielle, c'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation de la société civile, on a quand même collaboré avec
les médias qui ne sont pas nécessairement de la société civile, donc on a qui sont d'un autre secteur, on a collaboré avec eux. On a collaboré, c'est vrai que nous avons, les leaders religieux font partie de la société civile, mais ils sont quand même, ils ont une particularité et on a pu les avoir comme alliés dans ce plaidoyer, donc on a pu collaborer. Alors, est-ce que vous... Oui, on peut vous entendre. Mais je OK. voudrais savoir, est-ce que ça a été difficile de se rapprocher à les médias? Parce que les médias ont de différents objectifs dans leur travail. Donc, comment est-ce que vous avez vous rapproché de médias, le convaincre qui c'était important de faire ce plaidoyer pour le santé reproductive? OK. Par rapport aux médias, on a contacté 2 plateformes et on a organisé une formation des journalistes. Donc, on a organisé une formation. Donc, ils étaient une vingtaine de journalistes qui ont été sélectionnés, les journalistes de la presse écrite en ligne, les journalistes de télévision et de radio, et on les a. C'est une forme de sensibilisation d'abord, parce qu'au cours de la formation, on leur a montré l'importance de la planification familiale. Et quand ils ont compris l'importance de la planification familiale, d'abord, on leur a montré ce que c'est que la planification familiale et quelle est l'importance de la planification familiale dans la vie pour les ménages, pour la communauté et pour l'État. Et quel rôle les journalistes doivent jouer en matière de la promotion de la planification familiale pour amener l'État au développement, parce que la planification familiale est un facteur de développement socio-économique. Donc, on a essayé de les convaincre, de les former. Et au cours de cette formation, on a quand même abordé quelques angles de rédaction d'articles avec quelques journalistes qui ont développer 1 ou 2 modules en matière de rédaction d'articles dans le domaine de la santé de la reproduction, dans le domaine du plaidoyer. Donc, c'est comme ça qu'on a pu les avoir à notre côté. On les a formés et puis ils ont développé des articles et périodiquement, on les réunit pour faire le suivi. On les réunit pour rendre compte de comment évolue le plaidoyer. Voilà que c'est de cette manière que nous avons procédé. Ok. Merci, parce que c'est un défi parfois dans notre pays d'engager les médias et parfois on croit que c'est trop difficile et parfois on ne le fait pas, mais ce sont les chaînes qui ont de plus public, non? L'audience, Mhm. oui. Donc, pourriez-vous aussi nous raconter quels a été les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés et la manière que vous l'avez affronté? OK. Et de défis, en matière de défis, il faut noter que d'abord, euh, le, les rencontres avec les rencontres avec les autorités ont été très difficiles. Il y a l'indisponibilité des décideurs. Et par rapport à cette indisponibilité, on a utilisé surtout le relationnel. On a essayé de contourner et de passer par des personnes qui sont beaucoup plus proches de ces autorités-là. Je me souviens, par rapport à la rencontre du directeur général du budget, on a essayé de contacter, de rencontrer, de faire des séances avec son... il a un attaché qui avait déjà travaillé à l'ABPF, qui est une agence, qui est une ONG qui s'occupe de la planification familiale au Bénin. C'est une branche de l'IPPF au Bénin. Donc, mais lui, il avait été membre de ABPF. Donc, on est passé par lui
pour pouvoir atteindre le directeur général du budget. Donc, il a compris notre plaidoyer et par rapport à travers lui, on a pu passer notre message au directeur général du budget. Il y a aussi comme défi, il y a la dépendance persistante au financement extérieur qu'il faut noter en matière de planification familiale. C'est-à-dire que on a essayé de montrer à l'autorité que nous sommes trop dépendants du financement extérieur et qu'il faut nécessairement au ministère de la Santé qu'il y ait de lignes autonomes, de lignes budgétaires autonomes qui viennent directement du budget national. Parce que les lignes budgétaires qui existent là, c'est par rapport à des projets, c'est par rapport au financement extérieur. Donc, ça a été un défi. On s'est dit que, mais si ces financements finissent, ça veut dire que le financement alloué à la planification familiale, à l'achat des produits contraceptifs aussi, va finir. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenant, effectivement, il existe actuellement une ligne autonome dans le budget national et le grand défi, c'est la transparence, c'est le suivi de cette ligne, c'est le suivi budgétaire qu'il faut régulièrement par rapport à cette ligne pour qu'il n'y ait pas de priorité qui viennent supprimer la ligne budgétaire dédiée à l'achat des produits contraceptifs et à la planification familiale. Voilà un peu quelques défis. Il y a l'absence de lien direct avec l'accès aux services SR. Donc, voilà quelques défis dont on peut... Oui, se rapprocher parfois du ministère de Santé et les convaincre, non, de l'importance de la planification familiale, c'est un défi par lui-même. Donc, en pensant à d'autres organisations qui souhaiteraient mettre en œuvre des actions similaires comme Café a fait au Bénin, mais dans d'autres pays, peut-être, quels conseils leur donnerez-vous pour les aider à réussir? Oui, comme conseil, hein, si d'autres organisations veulent utiliser notre stratégie, c'est de faire en sorte qu'il y ait un groupe d'associer d'autres acteurs ciblés. Il faut cibler des acteurs et les associer à ce plaidoyer. Donc, il faut les former et les associer au plaidoyer. Il faut impliquer la presse à travers des plateformes. Par exemple, il y a la plateforme Média Santé, qui est une plateforme des journalistes qui interviennent déjà dans le domaine de la santé, mais pas nécessairement dans la santé de la reproduction. Ils sont dans la santé en général, donc ils sont déjà un peu proches comme ils sont dans la santé, on a profité de cette occasion pour les avoir. On les a formés en matière de santé de la reproduction et on les a même outillés dans la rédaction des articles de plaidoyer. Oui. Donc, il faut associer la presse et en faire même un plaidoyer médiatique. Et je crois qu'il faut aussi suivre le budget. Parce que le tout ne suffit pas de faire un plaidoyer. Vous pouvez faire le plaidoyer, les autorités vont dire, bon, d'accord, bon, on a augmenté le budget, mais est-ce que le montant alloué est réellement décaissé? C'est ce suivi-là qu'il faut faire. Donc, à côté du plaidoyer, il faut collecter les données financières au niveau du ministère de la Santé et au niveau du ministère des Finances. Et à ce niveau, il faut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile parce que les cadres n'aiment pas livrer directement les données financières. Mais quelles sont les dépenses? Est-ce que les dépenses sont de qualité? Est-ce que l'utilisation du montant alloué, est-ce que l'argent est allé directement à ce pourquoi il est destiné? Donc, c'est un peu comme ça, nous avons conduit le plaidoyer. Donc, parallèlement au plaidoyer, nous vérifions si effectivement les fonds sont alloués et que les fonds sont dépensés réellement pour ce pourquoi ils sont alloués. Voilà un peu les quelques conseils qu'on peut donner. Donc, pour résumer, il faut associer des gens
il faut associer d'autres organisations de la société civile, il faut impliquer la presse, former la presse à la cause, les impliquer et de façon périodique aussi, il faut faire le suivi, il faut faire le suivi et évaluation. Donc, il faut rendre compte régulièrement, il faut organiser des réunions de suivi et pour recadrer un peu le plaidoyer, réorienter le plaidoyer par rapport aux difficultés qu'on obtient et enfin, organiser un atelier de capitalisation et rendre compte même aux autorités béninoises, dit, voilà, nous avons fait tel plaidoyer, voilà les résultats atteints, nous vous encourageons à évoluer, à continuer dans ce sens. Et voilà un peu ce que nous pouvons conseiller en matière à d'autres organisations qui voudraient développer l'option dans d'autres pays. Et nous sommes en train d'élaborer une plaquette que nous pouvons partager à d'autres organisations. On va mettre ça sur notre site et envoyer aussi à certains partenaires par rapport au développement de la stratégie en matière de plaidoyer médiatique pour la mobilisation des ressources pour la planification familiale. Oui, on peut vous aider aussi à partager avec les membres de RHSI. Et merci, Monsieur Jérôme, parce que ça a été comme une espèce de cours très rapide de plaidoyer avec des différents acteurs. Donc, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions, mais je ne vois pas. Ah, il y a une main de Madame Valérie. Vous pouvez prendre la parole. Ok, bonjour et bon après-midi pour ceux qui sont dans l'Afrique. Je vous remercie déjà pour l'organisation de ce webinaire et je félicite également le travail qui a été porté par l'organisation gérée par Monsieur Jérôme. Je n'aurais pas forcément des questions parce que lorsqu'il faisait la présentation, je me retrouvais beaucoup dans les actions qu'ils ont entreprises dans le cadre de leur projet. Et je voudrais juste renforcer un peu ce qu'il a dit sur l'implication des journalistes. Il faut dire que j'interviens en tant que point focal société civile FI 2030 pour le Cameroun, dans le cadre de la lutte contre dans la planification familiale et je travaille à l'ONG Femmes Santé Développement. L'implication des journalistes dans les questions de santé, de la reproduction ou bien de planification familiale, nous l'avons fait dès la mise en place d'une coalition nationale en faveur de la SRLAPF. C'était en 2018. Et ça a été un moment assez important où effectivement les journalistes ont suffisamment relayé les informations. D'où c'est très important parce que si on n'implique pas les journalistes, on ne pourra pas faire face au coût alloués à la communication. Parce que c'est généralement des budgets qui sont sous-budgétisés, parfois même ne sont pas pris en compte dans les projets. Et on gagnerait en tant que société civile à les impliquer dès la base pour qu'ils puissent vraiment nous aider dans la dissémination, dans la formulation même des messages et dans l'édification des communautés. C'est pour véritablement dire que l'implication des journalistes est très importante. Au niveau du Cameroun, également, un peu dans le cadre de ce projet similaire qui a été mené par l'organisation de M. Jérôme, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement, à l'occurrence le ministère de la Santé. Et je voudrais renforcer en disant qu'il est important que les organisations de la société civile puissent travailler avec les différents sectoriels. Ça, c'est vraiment pour que ce qui est fait comme activité ou bien comme action puisse impacter, soit connu aussi des différents sectoriels. C'est très important. Et dans chaque projet, il faut mettre en place les comités multisectoriels de pilotage, que ce soit au niveau central qu'au niveau local. C'est très, très important. Ça, c'est vraiment pour renforcer
l'action que nous menons parce que ça garantit également au niveau communautaire l'action de pérennité. L'action de pérennité. Donc, on doit travailler vraiment en collaboration avec tous les acteurs. Si c'est dans les communautés, on doit impliquer tous les acteurs, les parties prenantes, ainsi que les bénéficiaires pour garantir véritablement la, la pérennité des actions. Et je suis très content parce que dans votre intervention, Monsieur Jérôme, vous avez eu à penser à développer les outils et les supports. Et c'est ce qui manque généralement dans les projets. Moi, je me dis que même si un partenaire ne finance pas la production d'un support dans un projet, on devrait toujours y penser et produire un document de bonne pratique qui sera effectivement disséminé à large échelle. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que si je continue à m'étaler, je vais parler jusqu'à l'infini. Donc, je vous encourage et je dis merci encore pour cette présentation et pour ce webinaire, pour ce partage d'expérience. Et nous sommes preneurs des différents outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Mhm. Et ça va nous permettre de nous renforcer mutuellement. Nous également, à FESA, nous sommes disponibles à partager avec les autres tous les supports que nous avons eu à produire dans le cadre de la planification familiale, les supports de plaidoyer, de la SR, de la planification familiale. On est prêt à partager aussi les documents de bonne pratique qui vont toujours dans le sens de ce projet-là. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Valérie. Et on est en train d'avoir terminé le webinaire, mais je vois que Nathalie a son main élevée. Donc, si vous pouvez intervenir un peu plus courtement, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord. J'ai juste une petite question, je pense, mais je voulais dire félicitations pour ces résultats impressionnants à Jérôme et merci beaucoup pour la présentation. Je travaille au Gates Institute de l'Université Johns Hopkins et plus précisément au sein d'une plateforme qui s'appelle Family Planning News Network, qui vise à promouvoir le journalisme communautaire et le reportage communautaire dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc, ma question, pourriez-vous nous en dire plus sur les formations en plaidoyer médiatique? Comment vous les avez développées? Quelle a été votre source d'inspiration s'il s'agit d'une adaptation du programme de SMART ou est-ce qu'il y avait des autres sources d'inspiration pour les formations? OK, je peux aller. Oui. OK, en matière de formation en plaidoyer médiatique, surtout des journalistes, on s'est un peu inspiré de la formation sur le plaidoyer et sur le plaidoyer SMART, sur l'approche SMART de plaidoyer. Et on a discuté, on a réfléchi un peu, on s'est dit, mais voilà des journalistes qui sont des porte-voix, ils sont très écoutés. Et quand ils écrivent, ils ont de l'audience. Et maintenant, si on les renforce en matière de plaidoyer, ça va donner un plus à notre plaidoyer. C'était l'idée. Et maintenant, on s'est réunis en comité, on a dit, bon, dans quel domaine, quels sont les domaines dans lesquels, quels sont les modules de formation qui peut nous arranger et les arranger. Et c'est là, on a dit, bon, il faut qu'on leur donne quelques notions en matière de plaidoyer SMART. Et puis, après ces notions en matière de plaidoyer SMART, c'est-à-dire quelles sont les phases, après ces notions, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on voit quand même quelques spécialistes en matière de rédaction d'articles et, oui, en matière d'élaboration des articles de presse. Et donc, ce sont sous ces deux angles-là, on a essayé de les renforcer
Maintenant, le troisième angle, c'est la santé de la reproduction. Parce qu'il faut qu'ils connaissent, qu'ils soient outillés, quels sont les thèmes, quels sont les vocabulaires qu'on utilise en matière de planification familiale, en matière de santé de la reproduction, quels sont les indicateurs clés qu'on utilise dans le domaine de la planification familiale. Quand on parle de prévalence contraceptive, c'est quoi? C'est quoi l'indice synthétique de fécondité? C'est quoi les besoins non satisfaits? Et à part ça, on a essayé de les montrer ce que c'est que le dividende démographique. Et quand est-ce qu'on parle de dividende démographique? Donc, on a essayé de les outiller un peu en matière de santé de la reproduction avec un accent sur la planification familiale, les outiller dans le plaidoyer et puis dans la rédaction des articles de presse. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait en matière de formation pour le plaidoyer médiatique. Merci, Jérôme, On pour la pourra... réponse. Merci beaucoup. Et on est en train de finir. Donc, pour terminer le webinaire d'aujourd'hui, je vais donner la parole à Sarah Webb, qui est notre responsable du secrétariat du groupe de plaidoyer et responsabilisation pour fermer. Sarah. All right, thank you so much, Samina. For this final piece, I'll just wrap us up very quickly. I know there's just a few of us still on the line, but I want to say a big thank you to Jerome for coming today and for sharing his story about the work that they were able to do in Benin. And I also want to thank all of you for joining and for the helpful questions and comments and discussion at the end. It's always very exciting to see people come together around issues of advocacy and accountability. I think one of the things I love the most about this story and the work that GRAFED did in Benin under this project is really just how complete this advocacy approach was. Jerome and his team did a great job of identifying key advocacy objectives, really thinking about strategic ways to engage the media, to engage journalists, to engage the press, while also building the capacity of local advocates in Benin in a way that was really meaningful to achieving the outcomes that they saw under this project. And throughout the project, they also did a great job of not only applauding the government as they did follow through on commitments and mobilize additional resources, but on building in some really important elements around accountability and around making sure that we could measure those commitments and follow up on them as things progressed. And so I just want to say a huge thank you to Jerome. I think this is an excellent case study in how we might move forward on issues of domestic resource mobilization, particularly as we redefine the way that family planning and contraceptives and reproductive health is funded. And I encourage everybody to follow along closely with the work that GRAFED is doing. I know Jerome will be spotlighting this work at ICFP in November as well. So if you are in attendance, definitely go check out his session. He's an excellent advocate and has so much to offer our community and our space. So thank you, Jerome, for your time. Thank you for all of your passionate and energetic leadership in our space. And thank you to all of you. Have a great rest of your day, and we will talk to you all soon. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Oui. Merci.